Bonjour à tous et bon après-midi. Nous allons continuer les tables rondes de Doc of Stock à la Softcote avec du coup une table ronde sur la visibilité des chirurgiens sur les réseaux sociaux, enjeux éthiques et juridiques. Évidemment, on le sait, de plus en plus de médecins, de plus en plus d'influenceurs, de plus en plus de chirurgiens orthopédistes même postent sur les réseaux sociaux pour être connus par leur père d'abord. Pour parfois montrer ce qu'ils ont fait de bien, parfois pour commenter, parfois pour faire de la pédagogie pour les patients, faire de la vulgarisation scientifique. Enfin, tout est possible. Mais dans quel cadre, justement, peuvent-ils le faire? Est-ce une pratique sans risque? Et pourquoi et comment poster en qualité de chirurgien orthopédiste sans justement se mettre en respectant la loi, entre guillemets, en respectant l'éthique et la déontologie médicale. Alors, pour en parler avec nous cet après-midi, nous avons Hélène Dallet, qui est donc consultante en communication et qui s'occupe d'ailleurs des relations, enfin de la communication de la Softcote sur les réseaux sociaux. Bonjour. Nous avons le docteur Philippe Paris, qui est donc chirurgien orthopédiste et représentant ordinal au CNP-Côte. Et nous avons le docteur Jimmy Pécher, chirurgien assistant à l'IM à Nantes. Ah oui, docteur junior l'année dernière, chirurgien assistant cette année. on avance. Vice-président du CJO. Donc voilà. Alors, on va faire un petit rappel tout de suite un petit peu de ce que dit la loi. Parce qu'on le sait que donc un médecin a une interdiction totale de faire de la publicité, de toute façon que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la radio, à la télé, n'importe où. On ne fait pas de publicité quand on est médecin, encore moins sur les réseaux sociaux. Évidemment, il faut respecter le secret médical, d'où le fait que poster des photos des patients, raconter un cas clinique, etc. est quand même toujours complexe, même en anonymisant, la loi n'est pas vraiment pour. Et normalement, on est censé se servir des réseaux sociaux quand on est médecin, pour des informations à caractère scientifique, pour faire de la prévention, pour faire de la pédagogie, mais pas tellement pour parler de soi ou pour parler des patients. Est-ce que c'est bien ça déjà Alors c'est tout à fait ça. Historiquement, l'article du Code de déontologie qui gérait cet aspect-là de la pratique, c'était l'article 19, disant que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce et que donc la médecine est un service sans garantie de résultat. Et cet article-là a été modifié il y a quelques années devant effectivement le constat que les médias et réseaux sociaux étaient utilisés, étaient devenus très très utiles dans la pratique, avec l'article en particulier, donc le 19-1, qui cite tout un tas de recommandations, et c'est en premier lieu l'article qu'il faut aller consulter, les recommandations donc de l'article 19-1 pour savoir ce qu'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Et globalement, on peut faire beaucoup de choses, mais en respectant un certain nombre ou quelques recommandations émises par le Conseil national de l'ordre. Et est-ce que c'est un sujet qui est de plus en plus abordé à l'ordre? Est-ce que c'est un sujet qui est de plus en plus... Est-ce que l'ordre est de plus en plus sollicité sur ces problèmes-là au fur et à mesure que les réseaux sociaux prennent de l'ampleur? Ou est-ce que on reste sur ce règlement de base et on s'y tient? Dans la pratique du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dont je suis le vice-président, pas tellement. Et on voit passer. Donc j'ai interrogé les juristes. On a un cas d'une patiente qui s'est plainte d'une communication sur un réseau social par un confrère orthopédiste d'ailleurs, parce qu'en fait j'ai demandé pour toutes les spécialités, parce que donc son image avait été et son cas clinique avait été transformé, modifié, elle s'était reconnue, mais voilà, je n'en ai pas vu passer plus que ça. Sinon c'est l'utilisation de Twitter. Qui est parfois pointé du doigt. Parce qu'il faut rappeler que justement dans cette loi qui protège, qui légifère, qui coordonne entre guillemets les publications des médecins sur les réseaux sociaux, il est interdit de mettre des photos avant-après, ce qui est pourtant quelque chose qu'on peut voir facilement sur Instagram parce que c'est visuel, parce que c'est parlant quelque part. Qu'on ne peut pas donner d'avis de patient non plus, c'est qu'on ne peut pas dire j'ai opéré tel patient, voici son témoignage, il est très content de moi, etc. On ne peut pas non plus évidemment acheter. Je parle, en fait, je raconte parce qu'on doit avoir une avocate avec nous qui n'est pas là, donc je rappelle la loi à sa place. Du coup, on ne peut pas non plus acheter de la publicité payante, surtout pas, on ne peut pas sponsoriser des posts pour avoir une audience qui ne soit pas organique et qui ne soit pas donc naturelle. On ne peut pas sponsoriser les posts. Et on ne peut pas non plus, évidemment, publier de comparaison ou donner des avis sur d'autres praticiens.
Exactement. Bon, je vois que vous avez lu les recommandations, c'est exactement ça. Sur l'achat de publicité, on ne peut pas non plus acheter des moyens de se faire référencer de façon prioritaire. Donc le référencement, il doit être lié au contenu qui est publié, mais pas à l'achat de référencement payant. Mais on est bien d'accord que tout ça, c'est des règles, c'est des lois qui régissent, que l'ordre, s'il est saisi ou s'il y a une plainte, il va peut-être... alors, est-ce qu'il va plutôt défendre le médecin ou est-ce qu'il va plutôt punir le médecin ? Le Conseil de l'ordre, de plus en plus, se veut à la défense des confrères face à toutes les difficultés de l'exercice, tout en continuant sa mission de défense des médecins de défense des patients face aux médecins qui enfreignent le code, bien évidemment, mais de plus en plus, il défend les médecins. Et donc, le Conseil national a édité des guides de bonne pratique de l'utilisation de ces outils, des recommandations donc, dans l'article 19-1, des guides concernant la cybersécurité, concernant son e-réputation, qu'il faut aller consulter. Et le Conseil de l'ordre, d'une façon générale, on peut affirmer que les conseils départementaux sont largement ouverts à tous les confrères qui auraient des questions à poser sur ces thématiques-là pour aller interroger des juristes et ne pas se tromper. Et est-ce que le Conseil de l'ordre, sur ces sujets-là aussi, veut faire de la prévention primaire, d'éviter que les confrères aillent se mettre dans des ornières pas possibles et pas pouvoir en sortir. Voilà. Donc le premier réflexe, c'est de regarder ce qui est autorisé et, si vous voulez, considérer que le code de déontologie est là pour protéger la pratique, protéger l'exercice de la médecine, protéger les patients, mais également protéger les confrères. Le code de déontologie, comme un arbitre sur un terrain de sport, comme un arbitre sur un terrain de rugby, est là pour protéger, in fine, pour que le jeu se déroule fluidement, mais essentiellement ou parallèlement à protéger les joueurs. Oui, mais on est quand même d'accord que la loi devra ou peut-être va devoir évoluer, puisque, en vérité, quand on regarde justement les médecins influenceurs sur les réseaux sociaux, moi je peux vous citer des dizaines de médecins influenceurs qui ont 300 000, 400 000, parfois 1 million, voire 2 000, des millions d'abonnés sur Instagram. Et forcément, quand on devient une célébrité, entre guillemets, parce que c'est le cas, après quand ce sont des célébrités des réseaux sociaux, c'est quand même de la publicité pour soi-même. Alors c'est vrai qu'ils disent pas dans leur post « je suis le meilleur médecin du monde et c'est moi qui soigne », mais c'est un peu induit en vérité. C'est-à-dire que si on est là, si on se pose en je suis la reine de la réanimation, je suis le roi des pédiatres, je suis le psychiatre star, malgré tout ça fait de la publicité parce que ça s'adresse au grand public. Ça fait de la publicité, cependant, le médecin qui passe beaucoup de temps à publier sur les réseaux sociaux, c'est pas celui qui est au plus proche de ses patients. Est-ce que dans l'inconscient collectif de la patientèle, on ne se dit pas que celui qui est beaucoup présent sur les réseaux sociaux, c'est pas celui qu'il faut aller voir quand on a un problème ? Point d'interrogation, j'en sais rien. Mmh. Le premier réflexe, c'est ça, c'est de savoir en fait ce temps passé, c'est du temps passé qui ne fait pas notre expérience professionnelle. Ce temps passé sur les réseaux sociaux, c'est pas de la pratique, c'est pas de la pratique médicale, c'est pas de la pratique clinique. Est-ce que c'est un patient qui va s'exprimer, un médecin qui va s'exprimer sur un certain nombre de sujets de société? C'est pas forcément celui qu'il faut aller voir quand on est malade. Hein. Et alors justement, Hélène Dallet, vous qui êtes responsable de la communication déjà de la Sofcote et d'autres chirurgiens à titre plus privé, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, quels sont les conseils qu'est-ce que vous appliquez pour la Sofcote déjà au quotidien, dans votre manière de faire connaître la Sofcote, qui est quand même plus simple parce que c'est pas un médecin, c'est une société savante. Mais n'empêche, quelles sont les bonnes pratiques pour vous que vous appliquez à vous-même chaque jour ? Alors oui, en effet, et déjà ça change tout en fait de s'adresser, d'être là pour promouvoir une société savante versus un chirurgien. C'est déjà une approche vraiment différente. Et pour les associations, les sociétés savantes, c'est devenu vraiment crucial d'être présent sur les réseaux sociaux, de bien les choisir. Instagram, LinkedIn, Twitter, c'est des réseaux vraiment différents, donc un choix stratégique s'impose. Mais parce que, en fait, aujourd'hui, par exemple, sur LinkedIn, on a 29 millions, je crois, de membres qui passent, pour les membres actifs, en moyenne 10 minutes par jour. Donc ça en fait véritablement un réseau, un canal stratégique. Or, on ne va pas aller chaque jour passer 10 minutes sur le site de l'association ou de la société savante. Ah bon. Donc celle-ci, pour promouvoir son programme, pour promouvoir ses événements, pour mettre en avant tout ce qu'elle propose et tout ce qu'elle fait pour toute la communauté, pour toute la profession, elle doit être présente.
Et moi, mon focus, quand je travaille avec la Sofcote ou avec d'autres sociétés savantes, c'est de vraiment revenir sur le contenu et sur le pourquoi. Non pas de partir dans une liste descriptive de tout ce qu'on fait, mais vraiment de chercher à raconter le pourquoi, la vision, la mission et de pourquoi on fait les choses pour servir une communauté. Mais vous, en tant qu'experte en communication, justement, si demain, je résume un peu, si demain un chirurgien se dit, voilà, j'existe pas sur les réseaux sociaux, je suis pourtant très reconnu dans ma région, etc., et j'ai besoin d'avoir une existence numérique, enfin j'aimerais, pour être un peu reconnu quelque part, qu'on sache que je suis quand même quelqu'un qui pèse, entre guillemets. Voilà, quel conseil vous lui direz? Vous lui direz, alors on va créer un compte LinkedIn et on va faire quoi? En fait, déjà, je vais lui poser cette question-là. C'est pourquoi vous voulez aujourd'hui aller sur LinkedIn, par exemple? Pour y faire quoi? Est-ce que vous avez un rôle d'ambassadeur par rapport à une société savante, par exemple? Parce que là, dans ce cas-là, ça devient vraiment très important parce que même si c'est des réseaux sociaux, ça reste des rapports humains. Et pour montrer une marque, pour la mettre en avant, il faut s'appuyer sur l'humain. Donc, le rôle d'ambassadeur dans le cadre de la Sofcote, mais toute autre organisation ou même entreprise privée, il est stratégique. Parce que c'est vraiment la recommandation entre pairs qui fonctionne. Donc on a besoin des ambassadeurs, des organisations professionnelles. Et puis après, vous me demandiez si un chirurgien vient et me dit, je vais lui dire oui, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour vous mettre en avant coûte que coûte? Est-ce que c'est parce que justement vous voulez passer des idées pour faire grandir votre communauté, pour partager un savoir, pour peut-être mettre en avant des pairs qui manquent de lumière, mais en restant vraiment sur une approche plutôt de la pratique, plutôt qu'une quête de patients. Moi, je n'ai pas ce genre de contact-là. En fait, quand je travaille avec des chirurgiens, il y a vraiment cette intention-là de représenter la société savante ou bien de faire grandir un événement ou quoi. Oui, mais c'est vrai que je pense qu'un médecin peut juste vouloir se dire je veux déjà être reconnu, puisque LinkedIn est très professionnel, je veux être reconnu professionnellement, je veux juste que les gens sachent que dans mon CHU, je sais pas, on a acheté un robot, j'opère avec, qu'on a fait, je sais pas quoi, qu'on a développé le service en ambulatoire. Enfin, ça peut vraiment être juste aussi, je veux faire connaître mon exercice, montrer que je suis dynamique, que je suis pas un vieux ringard. Enfin, ça peut vraiment juste être ça. Complètement, mais tout à fait. Là, les conseils que je vais lui donner, c'est déjà de rester authentique. Parce qu'en fait, on a peut-être tendance à se dire, oui, c'est les réseaux sociaux. Alors, je sais qu'on est entre adultes et que, donc, normalement, on a une certaine maturité par rapport à ça. Mais en fait, d'être derrière un écran, finalement, parfois, ça peut nous faire n'importe quoi. Il faut se souvenir qu'en fait, qu'est-ce que je ferais ou qu'est-ce que je dirais si j'avais tous ces gens-là directement avec moi dans la salle. Et du coup, moi, j'encourage au plus d'authenticité possible. Voilà. Et est-ce que dans votre expérience, par exemple, sur les postes de la Sofcote, est-ce que vous avez un souvenir de des postes justement qui ont le plus d'engagement, qui sont le plus relayés, qui sont le plus partagés? Est-ce que c'est quelque chose ou est-ce que c'est quelque chose que vous regardez pas? Est-ce que vous regardez que le sens et pas tellement la portée? Si, on regarde la portée parce que c'est évidemment important de savoir ce qui engage et ce qui engage moins. C'est pas une course à l'engagement, mais c'est juste de comprendre ce qui peut représenter de l'intérêt pour la communauté qui écoute. Alors évidemment, les postes qui fonctionnent très bien, c'est ceux où on engage tout l'écosystème. Parce qu'il y a l'industrie, il y a les chirurgiens, il y a les sociétés associées, si on reste sur le sujet de la Sofcote. Donc évidemment, plus on inclut les acteurs et qui font la chirurgie d'aujourd'hui, plus ça fonctionne. Après, parfois c'est très surprenant, surprenant, je ne sais pas, mais quand on aborde une thématique pointue, on parlait de QVT ou de burn-out juste avant de démarrer. Bon, typiquement, ce sujet, s'il est porté par un ambassadeur du CNPCOT ou de la Sofcote, oui, ça va intéresser. Et ça va créer de l'engagement, voire, j'allais dire, presque de l'émotion, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière son smartphone, en fait, il y a des hommes, des femmes, et qu'on réagit aussi à des choses qui nous touchent. C'est-à-dire qu'après, il ne faut pas sombrer. Alors moi, j'en sais quelque chose, vu que je dirige un média qui s'adresse aux médecins. Et je peux vous dire que si je publie des posts
qui crée un peu le débat, voire qui crée un peu la polémique, voir si les gens, c'est toujours pareil, si les gens commandent beaucoup pour dire je ne suis pas d'accord, etc. Ça peut être sur des sujets de tarifs, des trucs comme ça qui sont un peu clivants, leur parler d'argent, etc. Je peux vous dire que c'est quand même finalement ça que les réseaux sociaux attendent et c'est ça qu'ils mettent en avant plus que l'interview sur la prévention, plus que le... C'est toujours pareil, c'est que les réseaux sociaux poussent un peu au vice en vérité. Oui, tout à fait. Et c'est là où justement il faut rester authentique, il faut garder une ligne de conduite et avoir du discernement. Et moi je sais que parfois je dis non, ça on va pas l'écrire. Enfin je dis pas non à la soft-code, c'est pas dans... Mais il y a des contextes où je dis non, moi je vous le recommande pas et je le ferai pas. Alors Jimmy Pêcheur, vous voulez parler ? Oui, juste rebondir là-dessus. Oui. Effectivement, donc les recommandations, c'est d'être prudent et mesuré. C'est de ne pas écrire des choses qui peuvent induire le public en erreur. Oui. Mais une autre chose importante, c'est qu'il ne faut parler que de solutions thérapeutiques étayées et déjà validées par la science. Donc c'est vrai que l'utilisation des réseaux sociaux peut se déraper un petit peu sur ces sujets-là où on va essayer, donc là on parlait de robots, de faire connaître, de publier des techniques qui ne sont pas encore tout à fait validées sur un certain nombre de sujets en disant moi je le fais, mais en théorie les textes disent que ce qui n'est pas totalement validé ne doit pas être publié dans ce cadre-là. Oui, mais on est d'accord qu'il n'y a pas non plus une police des réseaux sociaux qui scrute les médecins. Non, alors donc, voilà, donc l'autre idée, mais enfin on va laisser parler Jimmy Pêcheur. L'autre idée, c'est de dire qu'en fait le Conseil de l'Ordre ne va pas vérifier bien évidemment tous les comptes de tous les médecins inscrits. En revanche, quand un médecin est mis en cause pour une raison X ou Y et qu'on s'aperçoit qu'effectivement le comportement n'a pas été exemplaire attendu, il est devenu indéfendable. Alors qu'on va essayer, nous, Conseil de l'Ordre, de défendre au maximum la profession quand elle est défendable. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut pas qu'il se mette en tort au cas où un patient dirait vous êtes servi de mon image, j'ai été reconnaissable sur la photo, etc. Mais en vrai, globalement, il n'y a personne, il n'y a pas un gendarme qui surveille, qui scrute et qui dit mon Dieu, ce chirurgien a fait un pas de côté, quoi. La notion qu'il faut bien retenir, c'est que respecter le code, dans le cas particulier les recommandations de l'article 19-1, c'est se protéger. C'est-à-dire faire des publications en respectant les recommandations ne peut pas nous être reproché. Donc le code il sert aussi à ça, ou essentiellement à ça, c'est-à-dire de protéger le médecin qui s'y conforme. C'est un radar, un certain nombre de règles de déontologie sont des radars, et passer en deçà de la vitesse maximum autorisée, ça protège. On ne peut pas nous reprocher après d'avoir respecté le code ou toute la réglementation d'une façon générale. D'accord, donc docteur Jimmy Pêcheur, vous n'avez pas encore parlé, mais justement vous êtes jeune. Bon, vous êtes jeune, mais moins jeune. Vous êtes un jeune chirurgien qui vous lancez, vous êtes avec quelques années maintenant, mais n'empêche, vous êtes dans le début de votre carrière, entre guillemets. On ne commence pas une carrière dans les années 2020 sans être sur les réseaux sociaux, sans s'inspirer des réseaux sociaux, sans chercher même des mentors ou des exemples ou des bonnes pratiques. Alors, quelle est votre utilisation à vous des réseaux sociaux ? Moi, j'ai une double utilisation, à la fois en tant que consommateur et acteur, parce que j'adore aussi, je suis presque plus consommateur qu'acteur finalement. Je trouve ça très intéressant de voir, alors soit si c'est des photos, des vidéos, même des radios, des nouvelles techniques que je ne connais pas, qui vont me pousser à aller chercher de manière un peu plus précise dans la science, si c'est vraiment efficace, s'il n'y a pas de répercussions, etc. Donc c'est des petits posts, hein, donc ça va très vite et ça appelle à la curiosité. Il y a aussi le fait de... Donc vous regardez des radios alors que c'est interdit de les publier ? Non, mais c'est pas du tout un reproche, hein, tout le monde fait ça. Mais... si j'avais bien regardé quand même ce qui avait été dit notamment l'année dernière, c'est que c'est assez subjectif, parce que alors concernant les radios, même les photos, si on a l'autorisation orale du patient, ce que moi je fais rarement parce que j'ai pas le temps, mais quand je le fais en tout cas, je le demande au patient. Alors moi je pense que ce serait mieux écrit quand même, hein, parce que... oui, mais alors au niveau de la loi, apparemment, semble-t-il, quand c'est anonyme et qu'il n'y a pas de répercussions, il n'y a pas de moyen de reconnaître un tatouage ou quoi que ce soit, l'autorisation orale semblait être suffisante. C'est tout que je pense qu'un patient ne peut pas reconnaître son fémur de lui-même, si on ne lui dit pas que c'est lui. Donc en fait, je ne vois pas comment il peut faire, parce que moi demain, vous me mettez ma clavicule sur Instagram, je ne vais pas savoir que c'est la mienne. Hein. Ça dépend si vous avez l'œil affûté sur votre clavicule, si vous la connaissez bien, ou si vous avez la radio pour comparer à côté, mais effectivement, il n'y a pas de moyen de discriminant de retrouver. Après, je le fais assez rarement, parce que je ne suis pas à l'aise avec ça, justement, parce que j'entends tellement de choses que...
que je le fais relativement rarement. Je le fais que quand il y a des choses assez rares, dans un but prioritaire, c'est-à-dire presque scientifique, en disant si je donne, en fait j'ai tout le temps la même idée, c'est si je donne un cours dans 1 ou 2 ans sur cette pathologie-là, j'aurai de l'iconographie. Ça me permet de me retrouver comme ça. Donc là c'est pour les photos, les vidéos, mais il y a aussi alors on parlait de LinkedIn à l'instant, il y a aussi par exemple des chirurgiens qui vont mettre les articles qu'ils ont publiés sur les réseaux sociaux. Donc moi ça me permet, au lieu d'aller faire des recherches, PubMed, etc., parce que quand on fait une recherche on a une démarche déjà. Là en fait finalement on peut le soir ou le matin, peu importe, complètement scroller, puis d'un coup un article, je clique et je commence à le lire, chose que je n'aurais pas fait initialement. Donc c'est aussi c'est un accessoire de notre discipline désormais. C'est pas obligatoire, c'est un accessoire supplémentaire. Et ça c'est plus sur LinkedIn alors quand même. LinkedIn, ça marche aussi avec Instagram. Alors moi je suis, on parlait de jeune génération, mais par exemple TikTok, moi j'y suis pas. Je sais que j'ai réfléchi à y aller un moment, mais trop de réseaux pour le moment. Mais ça va très vite. Pour vous créer une chaîne ou pour juste regarder les autres? Pour regarder les autres aussi. Moi je suis plus consommateur qu'acteur en ce moment en tout cas. Mais je sais qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Mais bon, dans le lot, il y a aussi des choses qui se noient et on perd plus de temps. Ça dépend la journée, alors, mais globalement on perd du temps. Pour l'instant, TikTok, on est encore sur un réseau social très jeune. Ouais. Qui s'adresse à des étudiants en médecine qui sont même pas externes ou qui commencent à l'être. On est au début, quoi. Parce que... Mais ça peut être intéressant aussi parce que moi, là, on parle vraiment de l'activité chirurgicale, mais ça peut être aussi intéressant de voir ce que pensent les plus jeunes sur notre discipline. Moi, je touche toujours un peu, alors à la fois effaré, parfois surpris de manière favorable sur ce que pensent par exemple des externes de notre discipline, parce qu'ils ont une vue à part entière que si on reste de notre côté, nous, en tant que soit interne, docteur, professeur, etc., on est vraiment en recul. Là, ça nous permet d'être directement dans ce qu'ils ressentent, donc c'est aussi une plus-value. Je trouve ça intéressant de le savoir, de voir comment ils le vivent. On parlait de la qualité de vie au travail. Moi, quand je vois les externes parler, que ce soit sur Twitter ou TikTok, non, mais sur les autres réseaux des échos, par exemple, ça met du grain à moudre pour discuter, réformer, etc. Donc je trouve ça aussi intéressant. Là, on parle très chirurgie, mais notre discipline à part entière, comme toute la société, elle est sur les réseaux maintenant. Donc c'est un outil qui est parfois néfaste avec des lois qui peuvent être transgressées, et aussi ça peut être utile. Je trouve ça intéressant. Et est-ce que vous avez vraiment appris des choses sur les réseaux sociaux, ou découvert vraiment un jour une pratique chirurgicale que vous êtes allé chercher ailleurs, mais que c'est sur les réseaux sociaux que vous l'avez... Alors moi je suis plus chirurgie de la main, donc j'ai vu pas mal de techniques qui au début m'intriguaient, puis après j'ai vu même la façon de faire, la façon de parler, la façon de s'installer, etc. Puis après on pousse un peu le vice, on va justement faire de la science, on va aller regarder si ça correspond, parce qu'il faut se méfier aussi, les belles vidéos et les belles photos, ce qui s'apparente à soit la publicité, soit de la pédagogie, on en parlait tout à l'heure, c'est toujours très flou. Mais ça pousse à la curiosité, et si on se donne les moyens de forcer un peu la curiosité, on arrive à avoir des informations qui initialement partent des réseaux sociaux. Et est-ce que par ailleurs vous avez vu des dérives? Est-ce que vous avez observé des dérives, ou est-ce que vous avez déjà eu des internes qui se filment comme ça? Ça y est, je suis au bloc, salut les copains. Alors, parce que c'est un peu l'ambiance du moment. Oui, moi je le crains toujours, parce que moi j'ai l'impression que les générations se suivent et c'est de pire en pire, moi inclus. C'est-à-dire que moi déjà j'ai l'impression que nous, si on regarde au-dessus, ils sont un peu en train de dire attention. Et moi quand j'ai les plus jeunes qui viennent aussi, je leur dis, alors là vous voyez là la main qui a explosé, c'est sur les photos, oui c'est très trash, ça fait réagir, mais je préfère pas pour la photo. Parce que je sais pas où ça peut aller, et moi je sais que tout à l'heure je parlais des photos que je prends sur des radios, des prises en charge, c'est un compte privé, mais le privé il est très flou, parce que le privé peut devenir très rapidement public. Un screen ça devient public, donc le privé il protège, mais légalement c'est rien, c'est pas privé, hein. À partir du moment où c'est un réseau, ça reste public. Donc quoi qu'on me dise en face, je suis maître de la salle globalement quand j'opère. Si je vois un externe ou quelqu'un qui et la plupart du temps c'est pas malsain, hein, c'est pas pour faire le buzz, c'est vraiment parce que ils ont jamais vu, ils veulent, mais sauf que je sais pas si la personne qui est en face de moi va pas l'envoyer à un ami qui lui sera avec une autre optique aussi. Donc je suis plus méfiant des autres que de moi finalement. Parce que globalement au bloc il y a beaucoup d'étudiants qui filment. Films non, mais qui peuvent être tentés de prendre des photos, mais de la même manière où nous on est tentés d'en prendre quand c'est des cas, parce que nous, je sais pas si je fais une journée entière où j'ai que des cas classiques, et le cas qui va m'intéresser, je sais qu'il est intriguant parce que je l'ai jamais vu, mais un externe qui vient, qui a fait plein de stages et qui vient dans une chirurgie, c'était déjà impressionnant déjà. Donc les photos, vidéos au bloc, etc., ça c'est monnaie courante.
Ça me fait doucement rire, mais je le critique pas parce que ça engendre rien à part la personne qui le fait quand il se prenne en selfie. Après, quand on commence à rentrer dans le côté médical, où on fait des photos d'une main, d'un pied, d'une radio, voilà. Là, ça peut engendrer des responsabilités aussi de celui qui est censé encadrer l'étudiant. Donc, je suis plus méfiant. Bah oui. Alors du coup, est-ce que si on fait un tour de table là et que vous voulez chacun donner des conseils précis à des chirurgiens qui veulent se lancer, ou en tout cas, ou faire augmenter leurs réseaux sociaux quand même, parce qu'ils se disent je veux justement, je veux exister. C'est quoi le conseil? Je ne sais pas si je suis un bon conseil, moi, mais globalement, moi je trouve ça très flou au final. C'est pour ça que je me mouille pas. Je pense que je ferai pas mal les choses, mais j'ai pas envie de me mouiller parce que ça va très vite. Hein, la zone elle est assez glissante. Faut pas que ça soit déjà un objectif de publicité, une publicité toujours très floue, mais il faut vraiment que ça soit un partage, et souvent entre pairs, avec d'autres chirurgiens pour réfléchir, pour développer, pour transmettre aussi les techniques qu'on fait qui ne seraient peut-être pas faites dans d'autres centres. Mais par exemple, est-ce que vous vous servez des réseaux sociaux pour recruter plus de jeunes chirurgiens ortho au CJO? Indirectement, la publicité c'est assez flou. La publicité elle peut être pécuniaire et auquel cas c'est très malsain, mais la publicité elle peut aussi. Publicité c'est pas un gros mot, je trouve, notamment quand on est dans le secteur public où on n'a pas d'intérêt direct à opérer 1000 patients pour avoir un gros salaire à la fin du mois. Et globalement, si c'est juste pour faire voir, oui on est dans un centre public, mais regardez les belles choses qu'on fait. Moi, je trouve ça valorisant de parler de publicité dans ce cas de figure-là. Oui, je suis d'accord que s'il n'y a pas une relation marchande et directe d'argent... Parce qu'on entend souvent, il y a souvent un bashing du service public. Moi, je suis ravi parfois de faire, regardez ce qu'on peut faire, ce qui est fait, etc. Donc, publicité, c'est pas forcément un gros mot. Hein, si c'est pour faire voir qu'il y a des belles choses qui sont faites dans ce centre, pourquoi pas. C'est-à-dire que si c'est de la publicité pour le centre ou pour l'hôpital, je pense que... Oui. On a le droit alors ou pas? Normalement, non. Oui. La publicité est interdite, donc la publicité d'une façon générale, un acte payant pour se faire connaître, c'est interdit, donc non. Après, effectivement, le problème étant de ne pas favoriser particulièrement l'hôpital public du secteur privé par rapport au secteur privé ou l'inverse. Donc, il n'y a pas de raison que des choses soient acceptées concernant l'hôpital public et qu'elles ne soient pas pour le secteur libéral. Et moi, j'en parle de façon tout à fait libre puisque j'ai la double casquette, je suis PH temps partiel. Donc je vois très bien les deux systèmes. En fait, c'est souvent... et donc il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la présence dans la presse, et qui est encore un autre problème. C'est vrai que souvent l'hôpital public a utilisé la presse pour faire sa promotion. Et là aussi, il y a des limites, et en particulier, il faut savoir que le praticien qui utilise la presse est responsable de ce qui est écrit à son sujet, donc il faut qu'il relise les articles, ça c'est vraiment le conseil. De façon générale, les banalités, elles sont carrément interdites, pour dire qu'on fait de la prothèse qui permet d'aller marcher, ça sert à rien, c'est interdit, là pour le coup dans la presse. Donc là pour le coup, il faut que ce soit l'hôpital public qui parle de troisième recours hyper pointu, c'est tout le secteur privé d'ailleurs qui peut le faire, mais ça c'est autre chose, c'est la presse, c'est pas les réseaux sociaux. Non, mais si un médecin dit, je prends juste la parole sur son réseau social pour dire justement ce que disait Jimmy, désormais au CHU où on fait, on fait un parcours ambulatoire en 3 heures, on change une prothèse. Bon, je dis n'importe quoi, ça. C'est de l'information, aux patients. Si c'est une nouveauté, une innovation, c'est pas du. Non, mais ça c'est un chemin clinique particulier ou pour d'autres aspects, c'est de l'information aux patients, c'est tout à fait autorisé, oui. De façon générale, il ne faut pas mentir, promettre du rêve. Il ne faut pas non plus trop parler à la première personne. Oui. C'est vrai que la promotion. Mais quand c'est fait, donc il y a aussi des publications qui sont altruistes. Si on parle de QVT, de machin, effectivement, c'est vous faire connaître le CJO. Donc effectivement, c'est des publications qui ne servent pas à autre chose que de servir la communauté. Donc là, c'est bien évidemment tout à fait autorisé. Donc l'esprit de la communication, est important. Ce que disait Jimmy, qui était très très important, et donc ce que je vois transparaître dans ses propos, c'est qu'en fait, il a lui l'intelligence de l'utilisation des réseaux. C'est-à-dire que lorsque
lorsqu'il reçoit une information, il se pose déjà la question est-ce qu'elle est validée, est-ce que je peux y croire, et donc je vais chercher à côté autre chose pour valider. Effectivement, il prend pas, je crois comprendre l'information qui arrive comme parole d'évangile sans le chercher à la critiquer, à la valider. Et ça, c'est une. Mais il faut voir une chose aussi, c'est que justement, par exemple, les gros réseaux sociaux comme YouTube, par exemple, est allé chercher beaucoup de médecins, et va avoir des médecins, va avoir des établissements, la PHP, etc., parce qu'ils ont besoin que des médecins se prennent du temps pour faire des contenus, pour être sûr que ce soit des vrais contenus médicaux par des vrais médecins, pour pas que ce soit moi qui demain fasse une chaîne pour dire allez soigner votre cancer en buvant du jus de citron. Et donc, il faut aussi penser que les publications les plus techniques destinées à être commentées dans la communauté ne seront pas regardées par ne sont pas regardées par le grand public. Ils vont se noyer, ils vont regarder une et puis ils vont passer à autre chose. Ils vont pas comprendre, ils font pas la différence. Donc c'est pas vers eux. De toute façon, plus c'est technique, au moins ça a un impact pour le moment sur le grand public. C'est vrai. Alors Hélène, quel est le conseil qu'on donne aux chirurgiens sur les réseaux sociaux ? Ça serait, alors je le disais tout à l'heure, c'est de rester authentique, ça c'est clair, et c'est peut-être de se demander à chaque fois qu'on écrit un post, quelle valeur il apporte à ma communauté. En fait, c'est ça. Mais si on veut faire un peu quand même d'égo trip, on a quand même le droit de se... ça regarde chacun. se vanter légèrement. Non, mais en fait aussi, en tout cas, je reviens sur LinkedIn, vraiment se poser la question de la valeur de chaque post. Voilà, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Vraiment. Et vous avez combien de followers, vous, sur Instagram ou sur LinkedIn, vous savez ? Vous surveillez ? Alors moi, Instagram, c'est très privé pour le coup. Je publie pas grand-chose. Ah, c'est tout public, oui. Après, Twitter, j'y vais moins. LinkedIn, j'aime de plus en plus parce que je trouve qu'il y a quand même une valence assez sérieuse, bien que, à vrai dire, on peut en faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de comité de relecture ou quoi que ce soit. Hein, donc on peut faire ce qu'on veut. J'avoue que je sais pas. Et à vrai dire, peut-être qu'il y a quelques années, ça m'a intrigué un peu, maintenant plus du tout, parce que c'est pas tellement le nombre qui fait la qualité du contenu. Et si demain vous avez une prise de position, par exemple, si vous avez envie de dire, je sais pas, j'aimerais que l'État reconnaisse, vous allez peut-être faire une tribune sur LinkedIn. Oui, bien sûr. Mais vous allez servir du canal, quoi. Oui. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que j'étais consommateur, mais aussi acteur. Et parfois, je suis tenté aussi. Alors faire de la publicité, c'est toujours ce terme un peu flou, mais par exemple, moi, c'est très pratico-pratique, mais tous ces patients qui viennent pour toute autre chose pour la main et qui arrivent avec des doigts déformés, je dis vous avez pas mal. Si j'ai de l'arthrose, mais mon médecin m'a dit qu'on pouvait rien faire. Ça me rend fou parce que j'ai dit il faut qu'on communique beaucoup plus sur le fait que oui, pas forcément chirurgical, mais oui, il y a des prises en charge. Donc en fait, j'ai envie de communiquer là-dessus. Non, on peut faire des choses, mais là, c'est très pratico-pratique pour cette pathologie-là, mais ça vaut pour pas mal de choses. Il y a pas mal de pathologies où il y a des nouvelles techniques, où il y a même des nouvelles techniques, nouvelles procédures. Et donc la communication, la publicité, elle est pas forcément néfaste tant qu'elle est, ce que disait Hélène tout à l'heure, tant qu'il y a une intention bienveillante et de faire améliorer les choses, etc. Mais en fait, c'est tellement flou tout ça que ça reste subjectif. Quelqu'un qui va vouloir mettre en avant justement une technique par rapport à une autre parce que c'est sa technique. Mais à vrai dire, j'ai pas envie non plus de le critiquer parce que ça fait quand même avancer les choses. Et puis moi, je pense que je dirais aussi que, alors pour le coup, je trouve que c'est peut-être mieux que ce soit des médecins, même s'ils vont un peu trop loin parfois par rapport au code, qui, de toute façon, ils ont leur éthique, ils ont leur déontologie, ils savent quand même ce qu'ils font, et ils sont quand même médecins, ils parlent en leur propre nom. Et c'est peut-être déjà mieux que ce soit des médecins qui parlent de santé, même si finalement, peut-être qu'ils ont publié une radio et que oui, c'est interdit. Voilà, je ne pousse pas les gens à ne pas respecter la loi, mais je trouve qu'il vaut mieux que ce soit quand même des médecins avec leur déontologie et leur éthique, qui communiquent sur la santé, qui expliquent les bonnes pratiques et qui expliquent justement ce qu'ils observent, voilà, les failles, voilà, les généralistes ne savent pas que l'arthrose peut s'opérer, j'en sais rien, plutôt que si ça laisse la place à beaucoup d'autres gens qui prennent la parole et qui pour le coup sont surveillés par personne. Oui, puis même la spécialité, je parlais des externes tout à l'heure, nous notre spécialité, alors Hélène travaille avec la Softcote, nous au sein du CJO on essaye de toucher les jeunes mais aussi les externes qui n'ont pas choisi leur spécialité, nous les mettre en avant via les réseaux, ceux qui sont autour de nous, les externes, c'est ça que l'on fait, c'est ça notre discipline, c'est ça, parce que c'est quand même un petit milieu, si on va pas au bloc on ne sait pas vraiment l'activité qu'on fait vraiment. Ça reste une publicité aussi d'engagement en mode rejoignez-nous. Là non plus, je trouve pas ça malsain. Donc il y a différentes utilisations des réseaux et moi je la trouve
plutôt bienveillante jusqu'à présent. Après, il y a toujours une pente glissante qu'il ne faut pas franchir. Moi, à titre personnel, j'ai pas vu de... J'ai l'impression qu'il y en a qui jouent un peu avec la ligne rouge, mais je suis pas critique vis-à-vis de ça parce que c'est jamais trop... ils tirent pas la couverture à leur activité. Je trouve que c'est vraiment pour la discipline et je trouve ça intéressant quand même. Vous avez un mot de la fin? C'est sur l'intentionnalité en fait. C'est vrai que ça dépend du type de publication. On peut considérer qu'il y a deux types de niveaux de communication. La communication grand public, pour laquelle il faut effectivement vraiment veiller à respecter les recommandations. Et il y a la communication qui est destinée à nos pairs, donc que ce soit médecins généralistes ou effectivement des jeunes confrères, etc. Et qui peut effectivement être plus technique, mais vous pouvez être sûr que celle-là, elle ne sera pas lue ou simplement survolée par le grand public. Donc, voilà. Et effectivement, on voit très bien l'utilité d'utiliser ces nouveaux outils-là pour faire vivre la spécialité, la profession, etc. Et en vrai, il n'y a pas tant de dérives que ça, parce qu'il n'y a pas tant de faits qui remontent à l'ordre, il n'y a pas tant de procès en cours avec des médecins qui ont fait des bêtises. Quand il y en a un tous les 3 ans, ça fait beaucoup de bruit, mais ça n'arrive quasiment jamais. Et je pense que tout le monde est effectivement, ma petite expérience ordinale, que tout le monde semble responsable, effectivement se poser les bonnes questions avant de publier. Il faut effectivement, ce que dit Jimmy, c'est que bien avoir en conscience que une publication, elle risque d'être reprise et qu'effectivement une photo qu'on voit elle peut être reprise dans un autre but, et il faut avoir cet esprit-là aussi. Et que de toute façon, si sur des choses qui peuvent être graves, s'il y a une enquête, on remontera jusqu'à la publication source. Mais bon, c'est franchement, dans ma pratique, il y a beaucoup d'autres sujets que celui-là. Voilà. En fait, dans un gros département comme les Bouches-du-Rhône, ça c'est certain, il n'y a pas beaucoup de... Après, les réseaux sociaux aussi, ça va très vite. Tout va très vite déjà. Et je vois, moi je pense à l'instant là c'est un gif, donc c'est sur Twitter où on voit un orthopédiste enlever un clou de tibia à base de maillet. Les personnes les externes ou même les personnes qui vont se faire opérer d'un tibia ou d'un fémur voient ça et on est très vite associé à cette image ortho, bourrin, etc. Et donc moi je suis presque ravi parfois de faire voir qu'on fait aussi de la microchirurgie en disant attendez, on n'est pas que des bourrins aussi. Et donc ça va très vite avec les réseaux, il faut se méfier de tous ces trucs-là. Et en fait, on contrôle pas, on pense pas parfois que ça va aller si vite. Parce que sur les réseaux, ce qui marche le plus, c'est les clichés et c'est les images qui impactantes. C'est toujours pareil. Et donc, un des articles auxquels il faut bien penser, c'est la déconsidération de la profession, et que effectivement, des publications qui déconsidèrent la profession, il faut les proscrire absolument. Est-ce qu'il y a une star des chirurgiens orthopédistes? Je le connais pas moi, de mes influences. C'est qui? Plusieurs. Qui? Non, j'ai pas de nom. Il n'y en a pas, voilà. On ne donnera pas de nom. Mais tu en as en tête? Non, non. Et non, voilà, il n'y en a pas, je pense pas. Bon, alors il y a une place à prendre, Jimmy. Non, mais il y en a qui font très bien. Non, mais en fait, ça prend un temps monstre. Et il n'y a pas de star. Après, moi, je sais que j'en suis plus par proximité professionnelle, c'est-à-dire que c'est la même activité que j'envisage, donc forcément, je les suis plus. Après, il n'y a pas un nom qui sort comme d'autres spécialités. Tu as des pédiatres, je peux te citer des pédiatres, des urgentistes, des radiologues, des psychiatres. Je peux te citer beaucoup de spécialités. Je peux pas. Orthopédiste, j'en ai pas un qui vraiment fait des millions. Parce que justement, on ne veut pas tirer la course à la. C'est bien, peut-être une spécialité raisonnable. Exactement, c'est pour ça. Nous, on sait se doser. Bon, on va rester sur ça. Écoutez, merci beaucoup à tous de nous avoir répondu et je vous souhaite à tous une bonne après-midi. On se retrouve demain pour Doc en Stock.